Bienvenue à la 5e capsule sur les distributions en deux caractères. Dans la capsule précédente, on a vu la droite de régression de Mayer. Alors là, on va voir une autre méthode qu'on appelle la méthode médiane-médiane. Je reprends le même contexte qu'auparavant, c'est-à-dire la variation du niveau de la mer sur la côte atlantique au Canada depuis 1940. Alors, le nuage de points qui est ici à côté est le même aussi que dans la capsule précédente, où j'ai écrit en abscisse le nombre d'années écoulées depuis 1940 pour éviter d'avoir à mettre les siècles. Alors voilà, comme ça. Donc, la donnée 59 correspond à 1999. Alors, cette fois-ci, le but est le même. On veut encore une fois être capable de faire une estimation. Disons qu'on veuille savoir en 2050 quelle est la variation du niveau de la mer. Alors, on servirait d'une prédiction à l'aide d'une équation de droite de régression. Ici, c'est bel et bien une droite de régression parce qu'on le voit bien que le nuage de points pourrait être encadré par un rectangle assez serré. Dans la prochaine capsule, on va voir que des fois, le nuage de points n'a pas vraiment la forme d'une droite et que si on travaillait comme ça, le coefficient de corrélation ne serait pas assez bon. Alors, il existe d'autres modèles de régression qu'on peut avoir aussi. Alors maintenant, on va attaquer la méthode médiane-médiane. Et comme son nom l'indique, on va devoir trouver la médiane. Et on dit médiane-médiane, vous allez comprendre, il y a plus qu'une médiane à déterminer. Alors, voici pour le résumé de la méthode. Alors, première étape, comme pour la droite de régression de Mayer, il s'agit d'ordonner les couples en ordre croissant selon la première variable, tout en s'assurant que les valeurs de y, donc de la deuxième variable, soient aussi en ordre croissant en cas d'égalité. Ici, on n'a pas le contexte chronologique fait en sorte que tout est déjà classé en ordre croissant et qu'il n'y a jamais de répétition. Or, cette étape-là, dans cet exemple, ne s'appliquera pas. 2. Partager la distribution en 3 groupes. Le premier et le troisième groupe doivent être équipotents. On sait ce que ça veut dire avoir un même nombre de données. Et les 3 groupes doivent être les plus possible équipotents. Donc, avant on s'occupe de notre distribution à nous, là, c'est important de comprendre ce que veut dire cette contrainte, cette exigence de la méthode. Alors, imaginons qu'on ait une distribution, donc c'est un exemple, là. Imaginons qu'on ait une distribution qui contienne 18 données. Alors, s'il y a 18 données, c'est clair qu'on pourra faire 3 groupes, 6, 6 et 6. Ça va facilement. Donc, dès que c'est un multiple de 3, ça va très bien. Maintenant, ce n'est pas toujours des multiples de 3, bien sûr. Imaginons un deuxième exemple qui contient cette fois-ci 56 données. Alors, il faut faire le plus possible des groupes équipotents. Donc, avec 56 données, on pourrait dire qu'on est capable d'en faire à 54, ça se divise en 3. C'est le nombre le plus proche qui se divise en 3. Alors, ça donnerait 3 groupes de 18. Si c'était 54, mais on en a 56. Il y a 2 données de plus. On va les mettre dans les bouts. On va donc avoir 19, 18 et 19. Si on avait plutôt, cette fois-ci, 58 données. Alors, cette fois-là, on a 57 qui se divisent en 3, qui donnerait 19 dans chacun. Là, il reste une donnée supplémentaire, on la donne au centre. On aurait donc 19, 20 et 19. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, il faut toujours que le premier et troisième groupe soient équipotents et que les 3 soient le plus possible équipotents. C'est ce qu'on veut dire par là. Revenons à notre exemple. Dans notre cas, on a 60 données, donc de 0 à 59. 60 se divise facilement en 3. On le voit aisément. De toute façon, on pourrait imaginer que ce serait un premier groupe de 3, un deuxième et voilà le troisième. Alors, voilà comment on fera. Ce qu'on va faire est qu'on va déterminer la médiane des abscisses et des ordonnées dans chacun des groupes. Alors, premièrement, je vais aller placer les groupes en couleur, comme on avait fait, histoire de bien illustrer ce qu'on va faire, puis associer ensuite de ça les médianes à chacun des groupes. Alors voilà, on a le premier groupe que j'ai
encadrés en orange, qu'on va appeler groupe 1, groupe 2 en vert et groupe 3 en rouge. Pour chacun des groupes, on nous demande de calculer, déterminer la médiane des abscisses et des ordonnées. Alors, la médiane, son symbole n'est pas x-bar, mais x tilde pour les x. Fait qu'on pourrait dire que c'est x tilde 1 pour la médiane du groupe 1, y tilde 1 pour la médiane des y, et ainsi de suite pour les autres groupes. On peut écrire med aussi, là, ça fonctionne aussi très bien. Alors, x2, y2, et même chose pour le troisième. Alors, comme c'est une série discrète, c'est-à-dire que c'est des valeurs fixes, donc détachées, on n'est pas dans un intervalle, la médiane, c'est la donnée centrale d'une distribution ordonnée, bien important. Alors, elle est déjà ordonnée en X, mais elle n'est pas ordonnée en Y. Alors, ça va être la petite nuance importante à ne pas oublier. Alors, X1 bar, tilde, pardon. Donc, la donnée, donc de 0 à 19, j'ai 20 données. La donnée centrale serait entre, c'est donc au milieu. Le milieu de 20, c'est entre 10 et 11. La 10e donnée, c'est 9. La 11e, c'est 10. Donc, la donnée située entre 9 et 10, c'est 9,5. Alors, on va dire que c'est 9,5, notre médiane. Souvenez-vous, lorsque c'est pair, il faut prendre le milieu des deux données centrales. Alors, même chose, on va y aller avec tous les cas faciles. On va tout de suite travailler avec les x puisque c'est déjà ordonné. Même chose pour les x, donc ça sera le deuxième groupe. La donnée centrale, c'est entre la 29 et la 30e donnée, donc 29,5, puis 49,5 pour la dernière. 29,5 et enfin 49,5. Je vous ai dit, ça c'est la partie simple, c'est déjà ordonné. Maintenant, les Y, pardon. Cette fois, il faut ordonner. Alors, il ne faut pas défaire le tableau, on peut pas se permettre de faire ça, mais il faut le faire de façon ordonnée. Fait que, quelle est la donnée centrale de tout ça? Alors, en refaisant l'ordre, 0, donc le premier 0 va là, deuxième va là, ainsi de suite. Donc, on les replace en ordre. On pourra donc voir que la médiane va être située, bien sûr, c'est encore la même chose, entre la 10e et la 11e donnée. Donc, c'est la moyenne de 5 et de 5. Ah, ça sera 5, c'est clair. On fait ça pour les autres groupes aussi. Alors, on n'a pas le choix. Il faut replacer en ordre les Y, puis aller choisir entre la donnée 21 et 31. Puis, même chose pour le dernier groupe. Alors voilà, c'est ordonné pour l'ensemble de la distribution et c'est vraiment ça le plus long de cette méthode. C'est pour ça, je vous en parle tout de suite, c'est une des méthodes qui fonctionne le mieux avec un grand nombre de données, justement parce qu'on donne ça aux technologies. Donc, c'est facile de faire un tri par un chiffrier ou un logiciel de statistique. Ça fonctionne très bien. Alors, à la main, c'est un peu plus long, mais je vous montre quand même la méthode. Alors voilà, on est rendu à trouver la médiane du groupe du centre. Alors, le groupe 2. Alors, la médiane sera le milieu, donc le milieu de 12,4 et de 13. Donc, la moyenne de 12,4 et de 13. 12,4 plus 13 divisé en 2. Ce qui nous donne 12 et 7 dixièmes. Même chose pour le troisième groupe. Alors, on a la donnée centrale, les deux données centrales, c'est 22 et 1 dixième, 22 et 7 dixièmes. Alors, la moyenne des deux sera de 22 et 4 dixièmes. 2 et 4 dixièmes. Alors, nos 3 points, dans cette méthode, on a 3 points, non pas 2, comme la méthode de Mayer. Les points M1, M2, M3, ça fonctionne ainsi. Donc, M1, forcément, ça sera les médianes. Donc, M1, ça sera le point 9,5. 5, M2. Le point
29,5, 12 et 7 dixièmes. Et enfin M3, vous comprenez, donc on prend les médianes qu'on a trouvées. M3, 49,5 et 22 et 4 dixièmes. Ce qu'on va faire maintenant, on pourrait aller les placer, mais on n'aura pas besoin de tous ces points-là. Je vais quand même les placer tout à l'heure pour que vous ayez une idée de ce qu'on est en train de faire. On va déterminer les coordonnées du point P. C'est le point moyen de M1, M2, M3. Alors, ici, on va calculer la moyenne des abscisses, 9,5, 29,5 et 49,5. On va aller placer ça ici. Alors, au niveau des abscisses, 9,5, 29,5 et 49,5, la moyenne de ces trois nombres, divisé en 3. Et ce sera toujours divisé en 3 parce qu'il y a toujours 3 points. M1, M2, M3. Alors, ça nous donne, donc la moyenne des abscisses, bien sûr, c'était parce qu'il y a une régularité dedans, donc 29,5. Pour ce qui est de la moyenne des ordonnées, la moyenne de donc 5, 12 et 7 dixièmes et 22 et 4 dixièmes donne 13,37. J'ai gardé un peu de précision parce qu'on va s'en servir pour déterminer l'équation de la droite médiane-médiane. Alors d'abord, on va aller ce point-là qu'on appelle le point moyen. Sa coordonnée est 29,5 et 13,37. Alors, c'est sûr que si on compare à la méthode de Meyer, c'est plus long, c'est plus complexe, il y a plus de choses à faire, mais elle a des avantages que la méthode de Meyer n'a pas. Par exemple, la méthode de Meyer est très sensible aux écarts. Alors, quand il y a une donnée aberrante, il faut penser à l'enlever. Et puis, elle va tirer vraiment sur la droite de régression, ce qui n'est pas le cas avec cette méthode-là. Et cette méthode-là, son avantage, c'est d'être utilisée avec des technologies. Alors, je vais aller placer maintenant les trois points M1, M2, M3 et le point P dans notre nuage de points à côté pour pouvoir expliquer ce qui va s'en venir pour la prochaine et dernière étape. Pour commencer, lorsqu'on place les points médians dans la distribution, voici à quoi ils représentent. Donc, on le voit très bien. Le point M1 prend, c'est la médiane des points qu'on retrouve ici, M2, ceux qu'on retrouve là, et M3 là-bas. Donc, voilà. Et on voit que ça tire... il n'est pas sensible aux écarts parce que dans la médiane, il n'y a pas de calcul de moyenne. Alors, la droite, d'habitude, représente mieux. Sauf que ça, ce n'est pas la droite médiane. Pour obtenir la droite médiane, il faut faire une astuce. C'est pour ça qu'on se sert du point moyen. Alors, le point moyen, donc, qui a été calculé à partir de M1, M2, M3, on va aussi aller le placer. Puis je vais vous expliquer ce qu'il y en est ensuite. Alors, on s'aperçoit que le point est vraiment très très près du point M2. Il est à 29,5 aussi. Mais ça, c'est un hasard dû à notre distribution, à la façon qu'elle est faite. Les années sont là de façon régulière, ce qui fait en sorte que l'abscisse du point M2 est la même que l'abscisse du point P, ce qui n'est pas habituel. Alors voilà, il est placé en bleu foncé. Maintenant, on va revenir à la méthode, ce que ça nous dit. Ça nous dit ici qu'il faut trouver l'équation de la droite médiane, sachant qu'elle est parallèle à la droite, qui passe par les points M1, M3, et elle passe par le point P. Donc, si je voulais la tracer, c'est pour ça que je zoome, que vous voyez bien ce qui va se passer, je vais devoir faire une parallèle à la droite bleu pâle, qui va passer par P. Elles vont être presque collées l'une sur l'autre. Alors voici, j'ai la parallèle. Maintenant, je vais la faire passer par le point P qui est là. Que j'ai oublié d'identifier d'ailleurs. Ce point ici, c'est le point P.
Alors là, c'est pour ça qu'on appelle ça droite médiane-médiane. On s'aperçoit qu'il y a deux droites dedans. Et quelle est la bonne? C'est la bleue foncée. C'est celle qui passe par le point P. C'est celle qui va nous servir à faire nos prédictions. Donc c'est la droite de régression. Alors, on va trouver cette équation en sachant qu'une droite parallèle, ça a comme particularité d'avoir la même pente. Fait que je vais trouver le taux de variation entre les points M1 et M3 pour commencer. Alors, allons-y. On a, au niveau des ordonnées, on a une augmentation de 5 à 22,4, une augmentation de 17,4. Alors qu'en abscisse, on passe de 9,5 à 49,5, on augmente de 40. Alors voilà. Et 17,4 divisé par 40, ce qui nous donnerait 0,435. Je vais le garder au complet vu que ça arrive juste. Maintenant, pour ce qui est de l'ordonnée à l'origine de la droite, maintenant, on va devoir se servir du point P. Alors, l'ordonnée à l'origine, je l'écris en bleu foncé, parce que c'est ça qui correspond à l'autre droite. De la droite. Alors, ça ressemble énormément, la finale ressemble à l'équation de la droite de Meyer. Mais il y a des particularités. Alors, y égale ax plus b. Puis mon a, je viens de le calculer, c'est 0,435. C'est celui c'est donc la pente de la droite passant par M1, M3, x plus b. Alors, pour le x, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va substituer 29,5 en lieu et place du x et 13,37 en lieu et place du y. Alors, allons-y. Fois 29,5 plus b, et il nous reste à calculer le b. B nous donne environ, exactement 0,5375 10 millièmes, ce qui fait en sorte que notre équation devient, là, elle est très précise dans ce cas-ci parce que tout arrivait juste, 435 10 millièmes plus 0,5375. Alors, si on fait la même, on veut faire la même prédiction, on se demande en 2050, donc 90 ans plus tard, pardon, 2030, 90 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va poser x égale 90 et on fait notre calcul ainsi, 0,435 fois 90 plus 0,5375. C'est-à-dire, quel est le niveau d'augmentation de la mer estimé? Ça nous donnerait 39,69 cm environ. C'est immense. Alors voilà la méthode médiane-médiane. Alors, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on n'a pas accès aux technologies, on est toujours mieux de déterminer l'équation de la droite de régression avec la droite de Meyer, s'il y a donc peu de données. Et médiane-médiane, quand il y a beaucoup de données. Et la droite médiane-médiane, si jamais il y a des points aberrants, on est toujours mieux de la prendre. La droite de Meyer est très sensible aux écarts, aux données extrêmes. Et voilà pour ça. Je vous rappelle toutefois que lorsqu'on utilise les technologies, donc notamment les calculatrices d'affichage graphique, où on utilise la régression linéaire par un logiciel tel Desmos ou Symbolab ou ces logiciels-là, on utilise la plupart du temps la méthode des moindres carrés. Méthode que je ne vous enseignerai pas parce qu'elle n'est pas au programme, mais c'est celle qui est la plus efficace. Donc voilà, c'est la fin de la régression linéaire cette année. La dernière capsule, comment on se sert des technologies justement pour s'aider à calculer des régressions. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand les régressions ne sont pas linéaires, justement. Donc, c'est le cadre de la prochaine et dernière capsule de la série.